Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau plateau du studio TV Acuité Silmo. Nous allons aujourd'hui parler d'innovation. L'innovation est-elle un outil marketing destiné à vendre plus et seulement vendre plus, ou apporte-t-elle un véritable bénéfice pour le consommateur, dans notre cas le porteur de lunettes ? Comment les opticiens peuvent se l'approprier pour faire progresser leur activité? Nous allons faire un petit tour d'horizon des innovations que nous allons avoir sur ce Silmo 2011. On accueille aujourd'hui Alexandra Ross, coordinatrice des programmes recherche et développement physico-chimie chez Essilor, qui nous parlera de la technologie de rupture que représente le nouveau fer Optifog. Bonjour Alexandra. Bonjour. Stéphane Hastings, vous êtes directeur des marchés internationaux chez Polaroid Eyewear et vous nous évoquerez l'intérêt de commercialiser des lunettes 3D ou des lunettes vidéo pour l'opticien. Bonjour. Nicolas Karakostopoulos, bonjour. Vous êtes directeur général IVS Activisu et vous allez nous parler des avancées de la prise de mesure en 3D pour l'opticien. Et enfin, Éric Lefort, directeur général de Marchon France. Bonjour Éric. Et vous allez nous expliquer comment Marchon s'investit sur la 3D et travaille notamment à élaborer des verres correcteurs 3D. Avec plaisir. Alors d'abord, on va essayer de définir l'innovation. Nous sommes allés chercher ce que recouvrait ce terme d'innovation qui est parfois utilisé un peu à tort et à travers. Alors il y a plusieurs définitions, notamment celle qui est donnée par l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Alors, pour l'OCDE, l'innovation, c'est la mise au point ou la commercialisation d'un produit plus performant dans le but d'offrir aux consommateurs des services objectivement nouveaux et améliorés. C'est une définition qui est donc axée sur le consommateur. Et il y a également une autre définition qui est donnée par les économistes classiques qui dit que l'innovation, c'est le moyen d'acquérir un avantage compétitif en répondant aux besoins du marché et à la stratégie de l'entreprise. Donc, messieurs, dames, est-ce que vous avez des remarques sur ces définitions? Quand vos entreprises respectives font une démarche vers l'innovation, est-ce que c'est vers ça que ça tend? Quelqu'un veut prendre la parole? Non? Vous êtes d'accord, monsieur Hastings? Moi, personnellement, je suis d'accord. Effectivement, on a essayé d'apporter de l'innovation avec différentes choses cette année. On va en reparler avec la lunette Lady Gaga vidéo, les lunettes vidéo, et puis également le 3D. Je pense qu'on apporte effectivement quelque chose pour l'opticien, pour justifier effectivement la vente au consommateur final. Et pour le consommateur également. Alors il y a aussi ce qu'on appelle les innovations de rupture. Ça fait partie de la stratégie du groupe Essilor. Alors Alexandra Ross, vous allez nous parler du verre Optifog et qui est classé dans les innovations de rupture par Essilor. Et donc est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est une innovation de rupture pour le groupe Essilor? Je pense que pour le groupe Essilor, c'est, comme tout le monde ici, l'innovation, c'est introduire dans le monde quelque chose de nouveau, une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière de penser, vraiment un acte nouveau. La rupture, on parle d'innovation de rupture par opposition aux innovations incrémentales, où on a une amélioration d'un produit existant. Là, dans le cadre d'Optifog, effectivement, on répond parfaitement à cette définition. La société Essilor a mis au point, le département de recherche et développement a mis au point un verre totalement nouveau qui supprime complètement la buée. Donc on a vraiment apporté quelque chose de nouveau aux porteurs. Et puis c'est en rupture parce que ça n'existait pas. On n'a pas juste fait en sorte qu'un verre se désembue plus rapidement de quelques secondes. On est passé à une totale rupture. Le verre ne s'embue tout simplement pas. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce verre au niveau technologique? Comment ça fonctionne? Quelles sont les avancées que vous avez réussi à développer? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a l'humidité partout dans l'atmosphère. Je ne sais pas si je vais avoir le droit au slide. Alors, voilà, donc on est dans une atmosphère humide partout, sauf dans les endroits très secs. Vous avez ici des petites molécules d'eau représentées dans l'air avec la surface du verre qui est symbolisée par cette barre grise. Lorsque l'on va mettre une surface de verre froide au contact de cette atmosphère humide, on a ce qu'on appelle typiquement la buée. Donc c'est un voile blanc, vous avez une perte de contraste. C'est vraiment une conséquence sur la vision qui n'est pas très agréable. En général, les gens n'aiment pas. Vous pouvez avoir un second cas qui est moins connu mais qui est quand même très courant, c'est que si vous avez un verre
un peu anti-buée. Et il y a pas mal de verres comme ça sur le marché. Vous savez ce que vous pouvez mettre à l'intérieur des masques de piscine. Vous allez avoir quelque chose d'anti-buée, mais par contre vous allez quand même avoir une perte de netteté. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir le fameux voile blanc de buée, mais par contre une déformation de l'image. Donc c'est aussi quelque chose qui est considéré comme très gênant pour la vision des porteurs. Et puis alors le Graal, comme on ne peut pas empêcher l'eau de se condenser à la surface du verre, ça, elle a pas, c'est un phénomène physique contre lequel on ne peut pas aller. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est de le rendre invisible. Et c'est exactement. Donc là, je vous promets, il y a un verre. À chaque fois, on ne me croit pas, mais vous pouvez voir le reflet de l'anti-reflet en haut à gauche de la photo. Si vous arrivez à former un film d'eau parfaitement uniforme à la surface du verre, vous n'allez pas le voir. Donc vous aurez une clarté de vision absolument parfaite. Et donc c'est ça que vous avez utilisé pour Optifog? Alors c'est ce qu'on a tenté de faire et qu'on a réussi à faire. Je voudrais revenir sur le fait qu'on parle de verre anti-reflet. Dans notre cas, il existe des produits vernis anti-buée. Je vais dire, c'est assez facile finalement de faire un anti-buée sur un vernis. Par contre, sur un anti-reflet, c'est là qu'a été toute la contradiction initiale. C'est-à-dire que les anti-reflets standards et puis très performants ont à leur surface une surface super hydrophobe, anti-salissure. Donc avec, là, c'est représenté par une mesure physique qui est l'angle de contact avec l'eau. Si vous posez une goutte d'eau, ça va faire une magnifique goutte d'eau à la surface du verre. C'est ce qui va vous créer toutes les petites gouttes d'eau et qui va faire de la buée ensuite. Ce que nous avons fait avec Optifog, c'est que nous avons greffé des molécules hydrophiles, donc des molécules qui aiment l'eau, à la surface du verre. On obtient le verre Optifog avec cela, où vous allez avoir un étalement de la goutte d'eau qui va être plus grand, mais ce n'est pas encore parfait. On n'a pas encore atteint le fameux film d'eau uniforme dont je vous ai parlé tout à l'heure. En le combinant avec l'activator, il y a une synergie remarquable entre la surface du verre Optifog et l'Optifog Activator, qui est dans une petite bouteille. Et là, vous allez avoir une surface parfaitement hydrophile, avec un angle de contact à 0. En fait, on met à peu près 0 parce que c'est même plus mesurable, sur un verre anti-reflet. Donc vous allez avoir une performance anti-buée parfaite. Et là où c'est extraordinaire, c'est que ça ne va pas en contradiction avec les propriétés de nettoyage du verre. C'est-à-dire qu'on devrait être au-dessus de 100 degrés pour que ça soit très bien nettoyable. On est à 0 degré et le verre se nettoie encore très bien. Donc c'est là qu'a été le défi technique. Donc dans notre secteur, c'est la première fois qu'on a réussi à conjuguer hydrophilie et hydrophobie de cette manière. Hydrophilie et voilà. Est-ce que vous pouvez nous faire une démonstration qui est la plus probante voilà. Est-ce que la caméra peut zoomer sur le verre? Merci. Donc là, c'est un verre complet, un verre rond. Vous allez poser une goutte d'Optifog Activator sur chaque face du verre. Donc ça, il faut le faire tous les combien? Environ une fois par semaine. Après, ça va dépendre des habitudes des porteurs, parce qu'il y a des porteurs qui essuient plus ou moins leurs lunettes. Il faut savoir que ça aide à nettoyer aussi. D'accord, donc ça fait nettoyant. Ça fait nettoyant. Donc après, c'est vraiment dépendant des habitudes des porteurs, mais ça peut tenir jusqu'à une semaine sans recharge. Alors, attendez, je le fais bien. Et puis ensuite, j'ai apporté mon thé. Je ne suis plus sûre qu'il soit très très chaud. Mais si. Bon. Et ça va marcher. Un petit peu de temps. Et puis très très chaud, non, effectivement. Attendez. Le meilleur moyen est encore... Voilà, la bonne vieille méthode. La bonne vieille méthode. Vous voyez qu'en fait, nous avons ici un verre qui est traité à moitié Optifog et à moitié... Effectivement, on voit que la buée se forme sur la moitié et pas sur l'autre moitié. Donc en fait, quand on parle d'innovation de rupture également, en général, on dit que c'est un produit ou un service qui va être destiné à remplacer complètement les précédentes générations. Est-ce que ça veut dire que Optifog est amené, enfin que la technologie anti-buée qu'utilise Optifog est amenée à se généraliser sur l'ensemble des verres et qu'un jour tous les porteurs porteront des verres anti-buée avec cette technologie? Je vous propose peut-être de laisser notre représentant... du marketing. Oui, on a Jean de Mesmé qui est responsable marketing produit chez Essilor. Jean, est-ce que vous avez une réponse? Absolument, oui, bonjour à tous. Oui, en fait, Optifog répond à un besoin qui est la buée. Et la buée n'est pas un besoin qui est pour tous les porteurs. On a bien encore Chrysal Forte, ou Chrysal qui est notre gamme d'anti-reflets, qui reste pour l'ensemble de la population un besoin quotidien. La buée, c'est pour quelqu'un qui peut par exemple rester toute la journée devant l'ordinateur, il n'a pas besoin d'un verre anti-buée.
Donc il y a bien, Optifox c'est un produit complémentaire de Chrysal et pas en concurrence par rapport à Chrysal. D'accord, je comprends. Donc effectivement, ce ne sera pas forcément amené à se généraliser à l'ensemble des porteurs. Et pour le moment, en fait, on l'a vu, l'utilisateur doit déposer ce concentré au moins une fois par semaine pour nettoyer et traiter son verre. Est-ce que vous pensez un jour, Alexandra, aller au-delà et créer un verre anti-buée sur lequel il n'y aura pas besoin de mettre un concentré? Alors ça, c'est également effectivement le Graal, avoir un anti-buée permanent sur verre anti-reflet. Cela dit, il ne faut pas voir l'activateur comme une contrainte uniquement. Tous les porteurs de lunettes nettoient leur verre régulièrement, d'une manière ou d'une autre, soit avec un sémois sec, soit en les passant à l'eau. Là, on leur fournit d'emblée le moyen de le nettoyer. Et en même temps, donc, dès qu'ils appliquent l'activateur, ils nettoient leur verre, ils renouvellent la fonction anti-buée, leur verre est comme neuf. Et donc, comment l'opticien peut s'approprier cette innovation pour valoriser son image et développer son chiffre d'affaires? Parce que bon, c'est quand même important pour lui. Peut-être, Jean, avez-vous une réponse? Absolument. En fait, Alexandra a montré la démonstration du produit. Et ce produit, l'opticien peut se l'approprier tout simplement en démontrant l'efficacité anti-buée de ce verre. Et c'est vrai que c'est la première fois, enfin c'est une des premières fois où on arrive à montrer concrètement à la fois à l'opticien mais aussi au consommateur l'effet sur un verre de ce produit. Et donc il s'approprie tout simplement en montrant à ses clients l'effet sur la buée et ça parle de soi et absolument les clients sont conquis dès qu'ils voient l'effet sur le verre. Alors effectivement, les études auprès du consommateur le prouvent, c'est très important pour le client de pouvoir tester le produit et de tester et de voir que c'est vraiment une vraie innovation, puisque selon une étude de TNS World Panel, seulement 30% des innovations survivent 3 ans après leur lancement. Donc c'est très peu. C'est très peu et donc on va parler un peu des lunettes vidéo, des lunettes 3D maintenant. Vous développez, Stéphane, dans le cas de Polaroid Eyewear, entre autres des lunettes vidéo. Alors vous le faites avec la star Lady Gaga. Est-ce que c'est un gadget ou est-ce que c'est une vraie innovation qui est destinée aux consommateurs et qui correspond à ses besoins? J'ai cru que vous alliez me dire à faire un buzz sur Internet. Non, au-delà de ça, peut-être. Au-delà de ça, en fait, ce qui se passe, c'est que Polaroid, on a une histoire, et que le premier métier de Polaroid, c'était la lunette. 1932, c'est les premières lunettes qui sont sorties. En fait, en 1945, on a eu la photo qui est arrivée, et qu'on a essayé au travers de ce produit, donc avec Lady Gaga, on a essayé de marier en fait 2 technologies, à savoir la protection solaire, et puis la vidéo. Le principe, il en est simple. C'est donc Lady Gaga était nommée directrice de collection chez Polaroid aux États-Unis. Elle a développé 2-3 produits, dont cette lunette vidéo. Le principe, encore une fois, est simple. Elle filme ce qu'elle regarde et il y a une clé USB dans la branche qui lui permet éventuellement de rediffuser ce qu'elle venait de regarder. Donc bon, effectivement, on peut considérer ça un petit peu qu'un gadget. Je dirais plutôt un produit de niche. C'est un produit de niche. Et l'idée au-delà de cette lunette Lady Gaga, c'est d'apporter de la nouveauté, un petit sourire. C'est quand même une sacrée innovation. C'est une sacrée innovation, mais c'est d'apporter effectivement de la nouveauté autour de Polaroid. Souvent, j'ai entendu, que ce soit en France ou ailleurs, que Polaroid, c'est une vieille marque. Et je crois que c'est important de pouvoir, non pas sceller notre sort avec Lady Gaga, c'est un mariage aussi de circonstances, mais permettre d'avoir un produit qui répond aujourd'hui à une demande, notamment près de la classe d'âge 15-25 ans, qui voit Lady Gaga comme une icône. Donc ça représente un pourcentage assez faible de la population quand même, notamment en France. Absolument, puisque quand on considère à peu près le positionnement sur lequel on souhaite aller, on est au-delà des 250-300 euros. Donc effectivement, je ne pense pas que ça puisse s'adresser à tout le monde. Et donc ce type de produit, c'est vraiment à l'opticien de le commercialiser? Vous le voyez comme ça? Polaroid, comme je vous disais, le premier métier de Polaroid, c'est la lunette. Ici, on a une lunette avec une protection solaire, certes non polarisante, mais protection solaire. Donc l'idée, le premier endroit où on doit envisager sa commercialisation, ce sont les opticiens. Après, on verra en fonction de l'accueil effectivement des opticiens. Comme je vous ai dit, c'est un produit de niche. Donc vous ne l'avez pas encore distribué sur le marché français? L'annonce s'est faite au MIDO 2011. Donc il y a un premier prototype que vous aviez l'occasion de venir voir. Effectivement, on en a fait un reportage. Absolument. Et donc on est en train de peaufiner. L'idée, c'était de lancer été 2011. Il y a toujours des choses à régler qui sont plus du domaine de la technique vidéo
que du domaine du solaire. Que du domaine, d'accord. Ok. Donc Polaroid développe aussi des lunettes 3D. On en reparlera avec vous tout à l'heure. Donc c'est également le cas de Marchon, qui développe une filiale Marchon 3D. Pourquoi vraiment avez-vous créé cette filiale? Est-ce qu'il y a vraiment un potentiel dans ce marché-là? Voilà, bon, on m'entend. En effet, ce qui se passe, c'est que les producteurs de contenu d'animation 3D se sont beaucoup développés. Les majeures américaines ont produit beaucoup de films, dont le plus célèbre a été Avatar en 3D. À partir de là, il a été intéressant pour Marchon de réfléchir à comment essayer de s'approprier ce marché. Et donc un contrat de licence a été signé avec la firme Real 3D, qui est donc la firme qui a développé le système de codage de ces films au moment de la production. Donc nous avons développé une filiale Marchon 3D et c'est aussi un marché sur lequel nous croyons énormément. Et nous souhaiterions introduire ce marché auprès des opticiens parce qu'on pense que les opticiens sont les professionnels les plus adaptés. On fait l'analogie avec le solaire des années 80 qui avait échappé pendant un certain temps aux opticiens, où on trouvait des montures solaires de qualité médiocre, dirons-nous, dans les stations-service ou des choses comme ça. Et c'est un marché qui avait complètement échappé à l'opticien. Et donc, pour relever le marché du solaire à l'époque, c'est les Griffes qui avaient créé des collections solaires attrayantes et jolies. Et donc, donc on peut faire un parallèle on fait le parallèle avec exactement, en se disant ne laissons pas la place au bas de gamme. Il y a une lunette de qualité moyen haut de gamme en 3D et essayons d'offrir ça aux opticiens. D'accord, donc nous étions il y a quelques mois au congrès de la SFO, de la Société française d'ophtalmologie, et nous y avons rencontré le professeur Béatrice Kochner, présidente de la SFO, qui estime que d'ici 5 ans, tous les contenus vidéo nous arriveront en 3D, c'est-à-dire que ce soit sur les ordinateurs, les smartphones, le cinéma bien sûr, les jeux, l'affichage dynamique dans le métro ou dans la rue. Est-ce que vous partagez cette conviction ? Complètement, et c'est ce qui a conduit évidemment à la création d'une filiale spécialisée sur ce domaine. Donc c'est vraiment, on a la même vision. Malgré tout, aujourd'hui, le marché marque un petit peu le pas. Les fabricants d'électronique grand public, compte tenu de la crise que malheureusement nous traversons en ce moment, marquent le pas sur l'ensemble des téléviseurs par exemple vendus en 3D. Aujourd'hui seulement 6% sont des téléviseurs 3D. Donc c'est vrai que la consommation marque le pas. Cependant, la réalité c'est que les salles de cinéma par exemple en Europe, on est passé entre 2010 et 2011 de 1500 à 2100 salles de cinéma équipées en technologie 3D. La progression est énorme. La progression est énorme dans ce qui est le spectacle grand public. Par contre, effectivement, à la maison, donc dans tous les écrans qui vont nous transmettre de l'information, effectivement, dans les 5 à 7 ans, on verra ces éléments-là. Donc on est prêt, Marchon est prêt pour ce défi du futur. Et du côté de Polaroid, vous imaginez effectivement la même chose, que d'ici 5 ans, tout nous arrivera en 3D ? Je partage l'analyse d'Eric, absolument. Il suffit de regarder ce qui se passe avec notamment LG au niveau des équipements, des télévisions. Il y en a d'autres qui arrivent avec notamment Philips, Samsung. Et alors, par rapport à ce que disait Eric, juste pour compléter, c'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a deux types de films, les films réellement 3D et les films qui ont été convertis de 2D en 3D, qui n'ont pas une qualité fantastique, et je pense notamment aux films d'horreur, parce que c'est principalement ceux-là qui sont dans le viseur. Et c'est vrai que quand les gens font l'expérience du 3D sur un film qui a été converti, ils ont de quoi être déçus. Et j'en veux pour preuve une société qui est CGR en France, qui a mis tout son parc en 3D passif, et qui a été contraint par, je crois, 2 ou 3 fois, de repasser de 3D en 2D, parce que le contenu, comme disait Eric, n'était pas au top. Donc justement, il y a les technologies actives, les technologies passives. Eric, comment fonctionnent vos lunettes ? Ce sont des lunettes passives, je crois ? Oui, tout à fait. Nous sommes positionnés sur la technologie passive. Alors ça consiste en quoi ? Alors c'est une polarisation en fait. Il faut, si vous voulez, en vision stéréoscopique, on a un cerveau qui est très bien fait. L'œil droit reçoit un signal, l'œil gauche reçoit un autre signal, ce qui nous permet dans la vie de tous les jours de voir en relief. Le problème, c'est que la plupart des films que l'on voit, on les voit à plat.
Donc pour recréer ça, il faut déjà produire un film avec 2 caméras, espacées, si vous voulez, d'environ 7 cm. Les 2 objectifs doivent être espacés de 7 cm. Et on aura un signal qui sera codé. Pour décoder ce signal, on a 2 technologies qui cohabitent, la technologie active et la technologie passive. Pour faire très simple, la technologie passive, c'est en fait, on envoie à l'œil droit un signal codé d'une certaine manière, et c'est donc un filtre polarisant qui est orienté conformément à ça, qui va décoder ce signal. Et à l'œil gauche, on envoie la même chose. Le cerveau, qui est une machine parfaite, assemble les 2 images et nous donne la sensation de 3 dimensions. D'accord, Stéphane, c'est la même technologie qui est développée chez Polaroid Eyewear? Polaroid, c'est le polarisant avant tout. D'accord. Donc effectivement, non, c'est très clairement expliqué par Eric. D'ailleurs, je crois que vous avez des photos à nous montrer. Est-ce qu'en région, on pourra envoyer les visuels de Polaroid pour montrer à quoi ressemblent les lunettes Polaroid que vous développez? Donc il y a un truc assez intéressant, c'est que les lunettes 3D deviennent très mode. Donc je pense que là, il y a vraiment quelque chose à faire pour l'opticien, notamment. Et elles peuvent se porter finalement en lunettes de soleil. D'ailleurs, Eric, c'est un peu votre créneau. Et Stéphane également. Alors, Stéphane, notre credo, si vous voulez, c'était une fois de plus d'amener de la valeur ajoutée à l'opticien. Et donc, nos produits sont d'abord des produits solaires photochromiques avec l'option 3D. Je comparerais ça un petit peu à la voiture avec un toit ouvrant. On prend l'option, on ne prend pas l'option, mais dans notre cas, on dit c'est des lunettes donc d'abord photochromiques, donc, dont la teinte va se foncer en fonction de l'intensité lumineuse, avec l'option 3D, ce qui fait que n'importe qui pourra utiliser sa lunette de soleil de tous les jours et rentrer dans une salle de cinéma, visionner un programme en 3D sans avoir besoin de s'équiper d'autre chose. Ce sera notre... Alors, Stéphane ? Ce qui est très intéressant, c'est que nous avons un positionnement un petit peu différent. Effectivement, Polaroid, on a pris l'option entrée de gamme. Donc, on n'a pas ce double usage. En fait, notre positionnement, il est très clairement 3D. Parce que, en fait, quand on prend un certain nombre d'analyses, on s'aperçoit que finalement, il y a un certain nombre de clients à qui ça ne plaît pas du tout de payer 1 ou 2 euros supplémentaires. Et on peut imaginer que pour acquérir un équipement, tout le monde n'est pas, j'allais dire, susceptible d'acheter un équipement cher. Effectivement, je partage, c'est là que la différence, je dirais, presque fondamentale entre Marchon et nous, là où il y a un double usage avec Marchon. Et nous, on est en simple usage 3D. D'accord, vous êtes que 3D, vous. Ça nous permet de positionner le prix, effectivement, aux alentours de 35 euros, oui. Donc chez les opticiens. Et je voudrais juste compléter en disant qu'effectivement, une des problématiques que l'on a, c'est le confort. Et quand on regarde un petit peu les analyses qui sont faites à gauche et à droite, il y a un certain nombre de gens qui trouvent absolument inconfortables les lunettes parce que la base, en fait, c'est une lunette qui est plate, qui n'est pas très confortable. Et qui plus est, quand vous la posez par-dessus un équipement correcteur, ouais. En fait, vous avez un phénomène, un vrai problème de réflexion en fait, qui s'opère parce qu'il n'y a pas de protection sur les côtés. C'est l'intérêt notamment d'avoir ce qu'on appelle une surlunette. Et vous voyez, on est vraiment dans de la lunette un petit peu plus mode, comme vous le signalez. Mais surtout, elle bloque les passages de lumière derrière et elle évite la réflexion. Donc effectivement, encore une fois, pour compléter ce que disait Eric, notre positionnement est volontairement un positionnement prix, néanmoins avec la technologie du polarisant qu'Eric vient d'expliquer. Donc effectivement, j'ai l'impression que le grand défi du 3D aujourd'hui, c'est de faire des verres correcteurs 3D. C'est quelque chose à laquelle vous travaillez avec Younger Optics ? Alors, Marchon a déposé un brevet sur la technologie de verre correcteur 3D. Effectivement, aux États-Unis, pour le marché nord-américain, notre partenaire est Younger Optics. À ce jour, le choix était pour l'instant de se concentrer sur le marché nord-américain, car la spécificité du marché américain fait que les montages sont effectués par des laboratoires spécialisés. 90% des verres aux États-Unis sont traités par des laboratoires, alors qu'en France encore, nous avons les opticiens qui ont ce savoir-faire. Et du coup, ça permet de stabiliser les process de production et de monte. Donc c'est pour l'instant, tant qu'on n'est pas certain d'avoir des process stabilisés, on n'introduira pas la technologie en Europe. D'accord. Et du côté de Polaroid, les verres 3D correcteurs ? Non, clairement, encore une fois, c'est une technologie qui coûte relativement cher et on a pris un positionnement qui est un petit peu différent et on reste dans les verres plans. Alors, il y a une question que je me pose, est-ce qu'il y a un marché, puisqu'il y a un très récent sondage qui est sorti, qui a fait le film français, 73% des Français jugeraient la 3D sans intérêt.
Donc, est-ce qu'il y a vraiment un marché? Est-ce qu'il y a des demandes en magasin? Est-ce que les opticiens que vous rencontrez vous disent qu'effectivement c'est un produit qui est demandé par leurs clients? Écoutez, la meilleure réponse qu'on peut faire, c'est en 1985, le marché du téléphone portable était quasi inexistant. L'Internet aussi. Je crois que c'est pareil, c'est des nouvelles offres qui s'offrent aux consommateurs. Oui, c'est le principe de l'innovation qui met un certain temps avant de s'installer dans l'esprit du consommateur. Et ça va dépendre beaucoup, bien évidemment, des fabricants, des industriels qui offrent ce genre de technologie aux consommateurs et des gens qui le revendent aux consommateurs. Et notre pari, notre défi à tous, c'est d'amener ces technologies chez l'opticien qui a une vraie valeur ajoutée. Oui, il faut vraiment qu'il se l'approprie. Et je pense que ce soit vous, marchand, ou vous, Polaroid, il faut aider l'opticien à se l'approprier. Quels sont les types d'outils que vous comptez mettre en place pour vraiment imposer ces produits dans le magasin de l'opticien? Alors, il y en a plusieurs, effectivement. On a un certain nombre de supports type présentoir ou encore... on est en train de travailler sur effectivement des films. On a déjà fait des films en 3D. Le problème est effectivement, est-ce que l'opticien est équipé? Tous les opticiens ne sont pas équipés avec les téléviseurs. Donc, et des téléviseurs qui permettent de projeter du 3D. Donc effectivement, on est en train de réfléchir à des solutions pour permettre à l'opticien d'avoir un outil simple. Pour démontrer, encore une fois, on en revient à la démonstration, je pense, qui est indispensable pour montrer aux clients que c'est une réelle innovation. Absolument. Et du côté du verre correcteur, c'est forcément l'opticien qui est qui sera le distributeur privilégié pour ces produits. En ce qui nous concerne, nous pensons que rien ne vaut l'expérience. Donc pour 2012, nous avons prévu de mettre en place chez des opticiens partenaires des écrans 3D avec des lunettes et d'inviter des clients à venir découvrir la technologie. Ça permettra à l'opticien d'expliquer l'intérêt de cette technologie et aussi certaines personnes peuvent penser qu'il y aurait des problèmes associés à un problème de stéréoacuité et donc ils sont minimes en général, il y aurait un patient sur 10 qui risquerait de souffrir de ces problèmes-là. Et c'est des problèmes finalement que la 3D pourra aider à révéler de façon très paradoxale. Ouais. Parce que on n'est pas forcément au courant qu'on risque d'avoir des nausées, des choses comme ça. Alors c'est pas tout le monde, c'est vraiment un problème de stéréoacuité qui ne serait pas révélé. C'est faux, c'est entre 10 et 15% de la population qui a du mal à digérer la télé en relief. Mais c'est parce qu'il y a un problème à la base. Oui. C'est pas la 3D qui génère un outil de diagnostic. Une certaine mesure, sous toute réserve, mais ce serait effectivement un moyen. Et c'est là d'où l'intérêt du professionnel de l'optique de s'approprier cette technologie pour éventuellement, dans la chaîne de dépistage avec l'ophtalmologiste, de boucler la boucle en quelque sorte. D'accord. Et si on parle un peu technique, est-ce que ces verres correcteurs 3D devront avoir un montage particulier ou bien il faudra une formation spéciale ou la formation standard de l'opticien suffira? A priori aujourd'hui la formation standard devrait suffire, mais c'est ce que nous validons justement aux États-Unis en essayant de stabiliser les process d'adaptation au travers des laboratoires. Donc une fois que ces process seront stabilisés, on sera en mesure de le lancer sur des marchés comme la France ou l'Europe, où les opticiens font leur montage eux-mêmes. D'accord. Alors on va continuer dans la 3D, mais alors pour parler d'un autre sujet, c'est-à-dire le marché, lui qui est très très bien réel, de la prise de mesure. Parce qu'effectivement, les verres sont de plus en plus sophistiqués, de plus en plus individualisés. Et pour que leurs bénéfices soient perçus par le consommateur, il faut une prise de mesure impeccable. Alors, Nicolas, vous avez développé un outil qui utilise la 3D, un outil de prise de mesure en 3D. Donc, comment ça se passe? Alors, je crois que vous avez amené un petit film pour nous expliquer comment fonctionne ce nouvel outil. Est-ce qu'on peut le lancer en régie? Non, apparemment non. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer? Ah ça y est, ça commence. Depuis plusieurs années, en fait, Activisu conçoit, développe et commercialise des outils de prise de mesure qui mettent en place la 3 dimensions et surtout des mesures en 3 dimensions, des positions relatives entre les yeux, la monture, la tête, les verres. Donc on voit ici par exemple un protocole de prise de mesure avec une reconstruction en 3 dimensions. De ces différents éléments. Cette reconstruction, elle passe par des capteurs qui sont reconnus
par la caméra, par l'ordinateur et le logiciel surtout qui est installé et qui permettent d'obtenir donc ces fameuses mesures très précisément. Alors évidemment, on parle des mesures essentielles, des mesures d'écart, des mesures de hauteur qui permettent le centrage. On parle aussi de mesures plus spécifiques, des mesures personnalisées, la distance vers œil, le galbe, l'angle podoscopique, qui vont permettre de réaliser des verres personnalisés. Et puis également, nous avons développé au fil des années, en collaboration avec nos partenaires verriers, des mesures spécifiques pour des verres sur mesure. Donc à une famille de verres particulière correspond des mesures particulières. L'innovation actuelle chez Activisu en termes de prise de mesure, c'est un nouveau protocole qui étudie le port naturel de tête, donc qui va permettre en temps réel une analyse statistique du port de tête du client, afin de livrer une information qui est capitale, c'est ce fameux port de tête, qui va permettre d'obtenir des centrages qui s'adaptent au port de tête naturel du client, par opposition à ce que l'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire demander au client d'adapter son port de tête au centrage qui a été réalisé. Donc cette reconstruction est à nouveau une reconstruction en 3 dimensions, en temps réel, et qui permet d'arriver au nec plus ultra en termes de centrage. Pour en revenir également à la 3D, il y a une autre famille de 3D qui est beaucoup plus proche de ce dont on vient de parler, la 3D relief façon Avatar, qui met en jeu des téléviseurs 3D et des lunettes 3D que l'on utilise également chez Activisu, mais cette fois dans le domaine de la démonstration, d'aide à la vente. C'est-à-dire qu'on met en place chez nos clients opticiens des téléviseurs 3 dimensions compatibles avec les lunettes Polaroid, les lunettes de Marchon, et qui permettent... Enfin, les opticiens qui nous regardent et qui se rendront au Silmo pourront les voir sur votre stand. C'est sur nos stands, bien entendu. Et là, ça permet aux consommateurs, en mode immersif, en 3 dimensions, d'avoir une simulation des différents niveaux de qualité de verre progressif et de voir, donc, dans ce qu'il y a de plus pointu aujourd'hui, une simulation en 3 dimensions relief, le niveau d'aberration, le champ visuel, les distorsions qu'ils vont trouver avec un verre low cost, avec un verre entrée de gamme, avec un verre personnalisé ou un verre sur mesure, dans des scénarios qui sont préétablis, bien entendu, avec des scénarios assez classiques, la conduite automobile, la fameuse descente de l'escalier, et qui permettent, bien entendu, à l'opticien de mettre en évidence ces différences de qualité qui ne sont pas toujours évidentes pour un consommateur qui est finalement assez peu renseigné, assez peu informé. C'est un atout concurrentiel pour l'opticien de posséder ce type d'outils dans son magasin, que ce soit au niveau de la prise de mesure ou de l'aide à la vente. Est-ce que franchement, ça fait la différence avec son concurrent de la rue en face ? Alors ça peut bien entendu faire la concurrence, faire la différence avec le concurrent d'en face, si tant est qu'il n'est pas équipé lui aussi, bien entendu. Ça va surtout, je pense, faire la différence dans un contexte où il y a quand même une pression sur les prix, la pression des OCAM d'un côté, la pression du low cost, dont la distribution par Internet. Donc là, ça va faire une vraie différence. Et puis, sans parler forcément de différence concurrentielle, ça va permettre à l'opticien de mettre en avant son savoir-faire, de mettre en avant sa propre différence, et puis, comme je le disais, d'expliciter un peu plus ces fameux écarts de prix d'un produit à l'autre, qui sont absolument pas clairs pour le client. Ça peut justifier, disons que ça affirme son professionnalisme. Je pense qu'un client, effectivement, qui voit un opticien qui utilise ce type d'objet ou d'outils, comprend, enfin ils disent que c'est vraiment précis, que c'est pas de la prise de mesure pour rien. Ça ça fait un peu plus professionnel qu'avec un réglé. On est dans le concept, oui, bien entendu, du sur-mesure. Je pense qu'un de nos enjeux, c'est qu'on a un consommateur qui s'intéresse aux produits tous les 3 ou 4 ans. Donc finalement, il développe extrêmement peu d'expertise. Et on est dans un contexte où, paradoxalement, pendant 3 ans, il va avoir droit à des reportages, à des articles de presse qui vont dire on ne comprend pas très bien ces différences de prix, l'optique c'est flou, etc., etc. On les a tous vus. Donc il y a un peu ce matraquage qui le met en situation de méfiance, parce que c'est vrai qu'un écart de prix de 1 à 5, si on n'a pas de raison, ça peut, il y a de quoi rendre méfiant. Et vous pensez qu'un tel outil peut justifier un écart de prix de 1 à 5 ? Il y contribue fortement. Je pense, vous savez, dans tous les produits, les montres, les chaussures, les voitures, il y a des écarts de prix qui sont bien supérieurs à 1,5. Simplement, le consommateur, il est un petit peu renseigné.
et il comprend ces écarts de prix. Donc et je pense que on a une énorme doit, mission d'information vis-à-vis du consommateur. Et l'opticien doit expliquer aussi à son consommateur en quoi consiste cette prise de mesure en 3D, essayer de valoriser cette innovation pour que justement l'écart de prix qu'il pratique éventuellement soit justifié aux yeux du consommateur. Il y a les vertus de l'explication, mais aussi quand même dans un contexte commerçant, avec, on sait notamment des samedis qui sont très très chargés, donc il faut que le protocole, l'outil soit un peu autodémonstratif. En gros, il faut qu'il y ait un show, il faut que ça se passe et que ça se passe vite et que ce soit une évidence. Ce que l'on sait, bon, déjà, on a des retours sur les ventes et sur la qualité des ventes, sur le type de verres qui sont vendus quand un opticien est équipé d'une ou l'autre de nos solutions, et ces retours sont excellents. Ce que l'on sait aussi, c'est que les consommateurs se souviennent des protocoles. Un consommateur qui fait une prise de mesure au pupillomètre, au réglet, ou un consommateur qui passe devant un miroir électronique et qui suit un protocole comportemental, un protocole sur mesure, va s'en souvenir. Et évidemment, il fait une relation avec la qualité du service et du produit qu'il a acheté. La qualité, la précision, d'accord, le professionnalisme. Vous êtes d'accord, Eric? Je vous vois acquiescer depuis tout à l'heure au fait que ce type d'outil valorise vraiment la prestation de l'opticien? On est dans cette logique de valorisation du rôle de l'opticien, de son métier. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, toutes ces technologies innovantes vont renforcer la perception par le consommateur de la qualité et du geste de l'opticien. Pour moi, c'est vraiment fondamental qu'on éduque nos consommateurs et les opticiens à utiliser ces technologies. D'accord. Donc c'est quand même un investissement pour l'opticien. Est-ce que le retour sur investissement est rentable ? Bien sûr, je ne vais pas vous dire le contraire, évidemment. C'est comme quand on demande dans un restaurant si le poisson est frais, ou je ne sais pas, mais bon. Non, bien entendu, c'est rentable, et comme je le disais, ça se voit. Parce qu'en fait, ça incite beaucoup à la vente de verres à valeur ajoutée. Tout à fait. Tout à fait. Dans les schémas à nouveau de démonstration, il y a des simulations en 3 dimensions de l'épaisseur des verres, où on voit concrètement un précalibrage, qu'est-ce que ça va donner en termes d'épaisseur de verre, des simulations sur le visage du client d'un anti-reflet ou non. Toujours sur le visage du client, la simulation de la déformation du verre. Si on fait un verre aminci sur un Fort Plus, par exemple, le verre va être, l'œil va être beaucoup moins grossi. Donc c'est des choses qui sont, comme je le disais tout à l'heure, qui doivent être rapides et extrêmement parlantes. Et à partir du moment où elles le sont, il y a une évidence qui se crée. Je pense que c'est beaucoup la mission de l'opticien aujourd'hui de créer des évidences pour justifier des écarts de prix. Voilà. Et le consommateur est prêt à mettre un peu plus cher pour avoir un produit d'une qualité supérieure. C'est aussi le cas pour Optifoc, je crois. La différence de prix par rapport à un verre non traité Optifoc, Jean, c'est 30 €, c'est ça, sur la paire de verres ? Absolument. 30 €. 30 € la paire de verres. Donc effectivement, c'est quelque chose qui peut valoir le coup de mettre une fois tous les 3 ans pour un verre qui a ce type de propriété. Donc merci à tous d'avoir participé à cette émission sur l'innovation. Je pense qu'on a vu que l'innovation, c'est pas que du marketing, qu'il y a vraiment des choses qui se passent et qui sont importantes pour le consommateur. On se retrouve quant à nous à 11h30 sur ce même plateau télé sur le thème de la certification. Faut-il se certifier? Pourquoi? Comment? À tout à l'heure.